Bonjour à tous, c'est Sport Bleu Mat, comme chaque semaine, en compagnie de Lise Barenbaum et Sarah Koskevic. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi tout au long de cette émission. Alors, un programme chargé avec du judo, du foot et du basket. Surtout, reste avec nous. Comme chaque année, le mercato a battu son plein. Le monde du football a pris un nouveau visage. Ses vedettes ont changé de place sur l'échiquier des grands clubs. À coup de transactions de millions d'euros, les étoiles montantes et les joueurs confirmés vont jouer aux chaises musicales pour le plus grand plaisir des supporters qui ont vu se constituer des équipes au casting aussi inédit qu'alléchant. On fait le point tout de suite avec vous, Lise Barenbaum, et on en parle tout de suite après. Si le mercato de football ne dure officiellement environ que 3 mois, les échanges entre clubs, agents et joueurs se déroulent tout au long de l'année. Dès la fin du mois de janvier, alors que le mercato d'hiver se termine tout juste, les contacts s'établissent entre les interlocuteurs pour le marché des transferts d'été. La saison estivale permet le réajustement des effectifs au regard des premiers matchs et de la préparation physique. Attendue depuis le 23 mai dernier, l'annonce du transfert de David Luiz au PSG a par exemple été officialisée au mois de juin après la conclusion d'un accord entre Chelsea et le défenseur brésilien. Luiz s'est engagé pour les 5 prochaines saisons à Paris. Acheté 25 millions d'euros par les Blues au Benfica en 2011, le footballeur a coûté 49,5 millions d'euros au club parisien. Un investissement que le président du PSG ne regrette pas. Je ne pense pas que David était très cher, parce qu'il est là grand joueur. Je sais essayer à payer moins, mais c'est le prix. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il a beaucoup de grands clubs qui vont acheter David. Je suis très heureux avec l'arrivée de David au Paris Saint-Germain. Les présidents de clubs n'interviennent pourtant qu'au moment de la signature. Au cœur des discussions, le salaire du joueur. Le montant fluctue en fonction de la cote du footballeur, s'il est en fin de contrat ou non, ou s'il est suivi par de nombreux clubs. Récemment, le Real Madrid a annoncé l'acquisition de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, fraîchement sacré champion du monde, s'est engagé pour 6 saisons avec la Casablanca. 25 millions d'euros auraient été déboursés pour son échange. Et le joueur compte bien faire briller le club merengue. J'ai remporté la Champions League l'année dernière avec le Bayern Munich. Cette année, c'est le Real Madrid qui a gagné. Et j'espère bien sûr, c'est mon grand objectif, que nous la gagnerons ensemble l'année prochaine. Autre achat de prestige cette saison pour le Real Madrid, le jeune Colombien James Rodriguez, buteur star de la Coupe du Monde. Avec 80 millions d'euros dépensés, le transfert de Rodriguez est le second plus cher de cet été. Je me sens bien, ce n'est que le début. Il faut que je reste calme. J'ai commencé l'entraînement il y a seulement 11 jours et petit à petit je trouve mes marques dans cette équipe rapide. Et cette année, l'international argentin Ángel Di María défraie aussi la chronique. Il termine un parcours remarquable au Real Madrid et vient de coûter la bagatelle de 75 millions d'euros à Manchester United, une somme record outre-Manche. Un transfert qui symbolise à lui tout seul le chassé-croisé de joueurs que représente le mercato. Quand j'étais à Madrid, Cristiano Ronaldo m'avait dit à quel point le numéro 7 était important pour lui. Il voulait que je porte le numéro 7 avec Manchester. La vérité, c'est que quand je suis arrivé au club, je le voulais également. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir porter un maillot que de si grands joueurs ont porté. Quand les négociations se concluent le dernier jour du mercato, les heures sont comptées. Les tractations concernant Radamel Falcao viennent d'ailleurs de s'achever. En ce dernier jour de mercato, il va rejoindre Manchester United. Monaco et le club anglais sont tombés d'accord sur un prêt payant de 12 millions d'euros. À chaque saison, les footballeurs se posent la même question. Faut-il changer de club ou non ? Si les transferts ont lieu tous les 3 ou 4 ans, le changement de vie n'en reste pas moins difficile, car au-delà du prestige, la pression est grande pour que les joueurs fassent rentabiliser les millions d'euros qui pèsent sur leurs épaules. Alors Lise Barenbaum, on vient de voir, vous avez parlé en très peu de temps de plusieurs millions et millions d'euros. On a l'impression que cette année, le marché des transferts a explosé. Oui, ça a complètement explosé. En fait, on a une statistique complètement ahurissante qui a mis le feu aux poudres sur Internet, puisqu'un tweet a résumé un peu la folie du foot business qui sévit en ce moment. Et ce tweet nous dit que le Real Madrid a déboursé ces dernières années 265 millions d'euros pour acheter seulement 3 joueurs, Gareth Bale, Ronaldo et Rodriguez. Remarquez, c'est un beau casting. C'est un beau casting, mais le tweet nous dit que c'est plus que ce qu'a dépensé le légendaire club néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam au cours de toute son existence.
c'est-à-dire en 114 années. Est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde y est pour quelque chose? Le fait de trouver comme ça des joueurs? Oui, forcément, ça révèle des stars. Par exemple, on parlait de James Rodriguez. Il a donc été le meilleur buteur du mondial avec 6 réalisations, élu aussi meilleur joueur des phases de poule. Et jusque-là, donc, il jouait à Monaco, mais cette année, le Real Madrid n'a pas pu s'empêcher de le recruter. Donc, il part à Madrid et il va toucher 7 millions d'euros par an. Mais il n'y a pas que le Real Madrid comme ça qui surenchérit chaque année pour avoir des joueurs. Effectivement, c'est pas propre à la Casablanca. En ce moment, c'est l'explosion totale. D'ailleurs, le transfert de James Rodriguez, c'est seulement le second transfert le plus cher cette année avec 80 millions d'euros. Le premier, c'est Luis Suarez qui est parti à Barcelone pour 81 millions d'euros. Et le troisième sur le podium, c'est Di Maria qui a intégré Manchester United pour 75 millions. Comment on explique cet emballement du marché cette année? C'est un emballement en fait qui existe depuis déjà une dizaine d'années. Ces 5 dernières années, on a assisté aux 9 des 10 plus gros transferts de l'histoire du football. Le plus important, c'est des Cristiano Ronaldo. En 2009, 94 millions d'euros pour aller au Real. Alors comment ça s'explique? Il y a des décisions de justice, notamment l'arrêt Bosman qui date de 95, qui permet la libre circulation des footballeurs de l'Union européenne. On a aussi l'explosion des droits télé, dont une partie est reversée aux clubs qui peuvent donc réinvestir. Et puis aujourd'hui, on a carrément des investisseurs privés qui achètent des joueurs. Donc tous ces gens se mettent à acheter à coups de millions d'euros. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que cette folie financière se concentre que dans quelques clubs? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, on a parlé aussi du Barça. Vous êtes d'accord? Effectivement, oui, tout à fait. Sur les 50 transferts les plus onéreux, on se rend compte que ça concerne 7 formations européennes, dont, vous l'avez dit, le PSG, Chelsea, Barcelone, le Real, entre autres. Ces équipes monopolisent donc 80% des achats, mais seulement 20% des ventes. En tous les cas, il y a des clubs et des entraîneurs qui aiment faire des bonnes affaires, Lise Barenbaum. Alors, cette année, il y a eu des bonnes affaires, effectivement. Le Real, notamment, s'est fait prêter Chicharito Hernandez par Manchester United. On a aussi le Bayern qui a recruté Lewandowski, qui était en fin de contrat au Borussia Dortmund. Donc, ils n'ont pas eu à débourser 1 centime d'euro. En Angleterre, Everton a pris Samuel Eto'o à Chelsea, qui est en fin de carrière, mais qui est quand même encore assez efficace. Et puis les Red Devils, Liverpool s'est payé donc Mario Balotelli pour seulement 20 millions d'euros. Et enfin, Didier Drogba qui repart à Chelsea aussi. Oui, les Reds, les Liverpool. Et puis il y a aussi de gros transferts qui devraient produire des très grands rendements cette année. Oui, on attend beaucoup, notamment de Diego Costa qui arrive à Chelsea après une saison exceptionnelle à l'Atlético Madrid, 40 millions d'euros quand même. Fabregas rejoint aussi les Blues de Mourinho pour 38 millions d'euros. Et puis toujours à Londres, Arsenal attend beaucoup d'Alexis Sanchez avec 44 millions d'euros déboursés. Tout ça pour voir un championnat européen extraordinaire que nous commenterons cette année avec Emmanuel Petit sur notre chaîne. Allez, on va maintenant ouvrir une page basket avec la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment même. Après s'être inclinée face au Brésil, eh bien, l'équipe de France a battu la Serbie et l'Égypte. On va revenir sur ces 2 rencontres avec vous, Sarah Koskevic. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance pour remporter la Coupe, les Français? Alors, écoutez, la France possède une bonne équipe. Ils sont quand même champions. Sans Tony Parker. Et voilà, ils sont champions en titre d'Europe, mais effectivement, Tony Parker et Joachim Noah, qui est la star des Bulls, manquent à l'appel. Il reste dans cette équipe Boris Dio, qui est quand même champion NBA avec les Spurs, et une excellente équipe remaniée et qui joue très collectif, le tout chapeauté par l'excellent coach Vincent Collet. Alors, le coach, lui, est plutôt optimiste quant aux chances de l'équipe de France, mais pourtant, malgré tout, les Bleus ne sont pas favoris de la compétition. Ils restent un tout petit peu réalistes. Il va falloir qu'ils musclent un tout petit peu leur jeu pour pouvoir parvenir au quart de finale. Alors, à votre avis, c'est quoi les forces des Bleus? Alors, écoutez, il y a beaucoup de joueurs NBA, on en a cité quelques-uns, il y a donc Boris Dio, mais aussi Nicolas Batum, pour ne citer que. Et ce sont des joueurs qui jouent très collectifs, qui ont vraiment un esprit d'équipe, et notamment en défense, et ça sera certainement leur point fort durant cette Coupe du Monde. Alors, Sarah, un score sans appel contre l'Égypte, 94-55. La prochaine étape, c'est l'Espagne. Vous pensez qu'ils vont faire aussi bien? Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire pour que la France ait une chance d'atteindre les quarts de finale, à mon avis, le match important sera le dernier match de poule, c'est-à-dire celui contre l'Iran. En tout cas, voilà, l'Espagne est invaincue pour le moment. La CSAO a vraiment une très bonne équipe cette année. L'exemple des frères Gasol qui jouent leur meilleur basket depuis le début de cette rencontre. Il va falloir vraiment que la France... Il ne faut pas trop parier sur eux. Vous savez, en Coupe du Monde, ils étaient champions. On a tous misé sur l'Espagne.
l'Espagne champion du monde, ils ont été éliminés tout de suite. Donc avec un petit peu de chance, l'équipe de France de basket fera le même scénario qu'en football. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. En tout cas, s'ils gagnent contre l'Iran le dernier match de la poule, c'est synonyme pour eux d'une qualification et on pourra à ce moment-là suivre la France de très près. Merci beaucoup Sarah. Allez, on va parler maintenant de judo avec un palmarès qui ne cesse de s'allonger. C'est celui de Teddy Riner qui vient d'être sacré champion du monde de judo pour la 7e fois en digne successeur de David Douillet. Il domine sa discipline sans qu'aucun concurrent ne lui fasse de l'ombre. Prochaine étape, c'est les JO de Rio en 2016, une compétition qui ne fait pas peur à ce champion simple et plein d'humour. Retour sur le parcours de cet enfant prodige avec vous encore, Lise Barenbaum. À tout juste 25 ans, Teddy Riner vient de s'offrir un 7e titre mondial. Le Français écrit seul l'histoire du judo depuis 2007. Un énième sacre pour un athlète au palmarès, au talent et au mental impressionnant. Ce natif de la Guadeloupe a un gabarit hors du commun. 140 kg pour 2,02 m. Depuis tout petit, Teddy a de l'énergie à revendre. Il entre en formation à l'INSEP à 15 ans et bénéficie du soutien indéfectible de sa famille. On a toujours été là dès son plus jeune âge. On ne change pas de tactique, on ne change pas de méthode, on reste toujours avec lui. À 18 ans, Riner surprend tout le monde en remportant les championnats d'Europe catégorie plus de 100 kg, son premier grand titre. C'est le début d'une longue série de victoires. Des réussites qu'il doit à sa technique hors pair. Il aime étonner ses adversaires grâce à des bottes secrètes dont lui seul a le secret. Son point fort, c'est une maturité tactique. Il est capable de casser toutes les tactiques de mise en jeu contre lui et il est capable, lui, de s'adapter par rapport à ce judo et de prendre le dessus. Mais au-delà du physique, le Guadeloupéen affiche un mental d'acier. Travailleur acharné, il peut supporter 4 à 5 entraînements par jour. Actuellement invaincu depuis 2010, c'est sa motivation qui lui a permis de gagner les championnats du monde 7 fois et de devenir champion olympique en 2012 à Londres. Mais Teddy Riner, c'est aussi la coqueluche des médias. L'homme de tous les records sait garder son humour malgré la pression qu'il subit. Je suis jamais la même personne. Tu vois, un jour je suis comme ça, et un jour je suis comme ça, tu vois. C'était qui j'imitais là? Van Damme. Tu vois quoi? Je suis rare. Pourtant, c'est David Douillet qui est encore considéré comme le plus grand judoka de tous les temps. Le quadruple champion du monde a été rattrapé dès 2011 par Riner, mais il peut encore se prévaloir d'un titre olympique de plus que son cadet. Plus pour très longtemps, car à 2 ans des JO de Rio, Teddy Riner rêve déjà à ceux de Tokyo en 2020. 2 titres olympiques en perspective, avec à la clé une consécration au pays qui a vu naître le judo. Riner évoque déjà son avenir après le judo. À long terme, j'aimerais bien être un homme d'affaires. Une carrière politique avec David Douillet, non? Politique, j'y pense pas pour l'instant. Mais ce que je veux, c'est ne pas avoir de patron demain. Ça, c'est une chose que je me suis dit très jeune. Je vais être mon propre patron. Le champion a reçu de nombreux prix. Décoré de la Légion d'honneur et lauréat du Grand Prix de l'Académie des sports, il reste néanmoins les pieds sur terre et vise toujours plus haut. Ça donne envie de se dépasser, d'aller encore chercher d'autres prix, d'autres médailles pour pouvoir à chaque fois être reçu de cette manière et avoir les honneurs. Aussi bien technicien que tacticien, Teddy Riner a encore une fois démontré son invincibilité sur les tatamis. Malgré quelques blessures cette année, le numéro 1 mondial a reconquis son statut. Il pense déjà à demain et sait que c'est par son travail qu'il continuera à briller. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. J'ai envie d'aller chercher encore une belle médaille. J'en rêve. Maintenant, c'est de le faire, c'est de le réaliser, c'est de travailler pour. Comme dirait mon père, tout travail paie. Au fait de sa gloire, Teddy Riner règne sur la catégorie reine du judo. Rien ne semble arrêter celui qui lorgne sur un second Graal olympique. Alors Lise Barenbaum, vous avez bien fait de parler de Teddy Riner, c'est le coup de cœur pour vous de cette semaine. Alors incontestablement, il domine le judo masculin, mais au sein de l'équipe de France, les femmes judokates ont aussi brillé cette année pendant les championnats du monde. Oui, il ne faut vraiment pas les oublier. Alors d'abord, il y a eu une médaille d'or en équipe pour les tricolores. Elles ont été sacrées donc, en finale contre l'équipe de Mongolie. Elles avaient déjà fait une demi-finale absolument remarquable contre les Japonaises. Alors là, elles ont un peu plus peiné en finale, mais elles y sont
quand même arrivées, elles avaient un atout de taille quand même. C'est Clarisse Agbenienou qui les a beaucoup aidées pour arriver à la victoire. Et d'ailleurs, Clarisse, elle a elle aussi remporté une médaille d'or, celle des moins de 63 kilos, à seulement 21 ans, c'est quand même remarquable. L'année dernière, en fait, elle avait été battue en finale contre une Israélienne, Yarden Gerbi, et cette année, on a eu la même affiche, mais elle a pris le scénario inverse. Voilà, elle a renversé la vapeur, et donc elle a gagné contre la tenante du titre, donc on a vraiment eu une belle moisson de médailles pour les Bleus cette année. En tous les cas, vous pensez que c'est un véritable exploit en fait pour les femmes judokas cette année? C'est un exploit en judo parce que la France n'avait pas obtenu de titre collectif en judo depuis 2011. Donc ça fait quand même très très longtemps. À noter la performance d'Audrey Tcheméo qui a donné la victoire au tricolore aux femmes en infligeant en 44 secondes un nippon, c'est une prise, c'est comme ça que ça s'appelle en judo, à son adversaire. Pas tout de suite. Un peu d'entraînement avant. Voilà. Et c'était vraiment un match à suspense parce que les Bleus n'ont pas arrêté de prendre l'avantage. Et puis ensuite, le match se retournait à chaque fois. Mais elles ont fini par gagner. En tout cas, elles ont fait bien mieux que leurs homologues masculins puisque eux, ils ont été éliminés dès leur premier match contre le Brésil. Et sur un total de 7 médailles donc au championnat du monde de judo, on en a quand même 5 qui sont revenues à des femmes. En tout cas, vous avez parlé tout à l'heure de Gerbi, cette Israélienne. On a l'impression qu'Israël devient de plus en plus une terre de sportifs. On a vu beaucoup de basketteurs s'illustrer puisqu'ils sont partis évoluer en NBA. On a l'impression que de plus en plus Israël va commencer à se faire connaître pour l'exploit de ses sportifs, mesdames. On a Gaspi notamment en basket. On a Gal Mekel. Cette année, évidemment, on en parle souvent, David Blatt, qui était le coach de Maccabi Tel Aviv, est devenu le nouveau coach, sera le coach de cette nouvelle saison à Cleveland. Oui, Cleveland avec les LeBron James. Merci beaucoup à vous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour encore plus de sport.